Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la rubrique L'Hebdo des éditorialistes de ce dimanche C'est politique. Cette émission qui aborde les actualités, mais avec nos confrères de la presse. Alors, comme actualité aujourd'hui, nous discuterons du signe Fou Yekou issu du TOFA 2025 et de son interprétation en tant que levier symbolique pour la gouvernance et le développement. Entre polémique et recadrage, cette thématique interroge sur la place des valeurs culturelles dans notre vie politique. Ensuite, nous analyserons l'incident tragique survenu à Akpakpa qui a vu l'intervention du haut commissaire à la prévention de la corruption. Et comme je le disais tantôt, c'est une émission qui discutera de ces actualités avec nos confrères qui sont déjà installés. J'ai à ma droite Martial Satignon, journaliste à Radio Univers. Bonjour à vous. Bonjour Maëlle et meilleurs vœux à vous et à celles et ceux qui nous suivent. Merci. Et à ma gauche, Florent Wessinon, secrétaire de rédaction à la Croix du Bénin. Bonjour à vous. Bonjour Maëlle et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de E-Télé. Je leur formule mes meilleurs vœux et je formule aussi mes meilleurs vœux à l'équipe de E-Télé. Vœux bien reçus. Juste à côté, Saliou Baguiri, qui est rédacteur en chef de Info Matin. Bonjour à vous. Bonjour Maëlle, bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices de leurs positions respectives. Merci. Alors, nous entamons le signe Fou Yekou dévoilé par le TOFA 2025 et à l'ordre du jour dans notre débat, alors que certains, comme Kofi Aza, y voient une orientation pour l'année, notamment le comité des rites vaudou estime que ces interprétations perturbent l'essence spirituelle du TOFA. Alors, ma première question s'adresse à vous, Saliou Baguiri. Comment interprétez-vous tous ces événements autour du TOFA 2025? Je crois que c'est une question de passion qui a pris un peu trop le pas sur la raison. En fait, le TOFA, fondamentalement, n'est pas mauvais, puisque c'est quand même une tradition qui a été ramenée au goût du jour depuis quelques années. Vous n'êtes pas sans savoir que le TOFA se pratiquait déjà depuis des siècles, j'allais même dire, sous la royauté. C'est un instrument de gouvernance que l'on utilisait pour permettre quand même aux souverains, aux dirigeants de savoir dans quel sens orienter leurs interventions à l'endroit de leur population. C'était pas mauvais que justement le professeur David Kofi Aza, si je me rappelle bien, c'est lui qui a remis cette tradition au goût du jour. Donc, par la suite, après plusieurs années de pratique, on a quand même vu que ce n'était plus l'affaire de quelques-uns, mais c'est devenu quelque chose que même l'État, quand bien même on dit que l'État est laïque, c'est quelque chose que l'État a quand même voulu récupérer pour donner un peu une orientation suffisamment collective à la chose. Et on remarque que justement cette année, il y a eu des interprétations controversées et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une question de discipline. Je me demande si ce comité des rites vaudou a quand même, je ne sais pas, un genre de règlement intérieur dans son fonctionnement. Sinon, a priori, on ne devrait pas assister à cet tiraillement, puisque le FA, c'est quand même une connaissance. David Kofi Aza est libre de donner son interprétation du TOFA. Oui, justement. Il est libre de donner, mais dans le cadre du moment où il est membre, d'un comité, je pense que ce comité doit avoir un mode de fonctionnement qui permette à l'un ou l'autre de ses membres de prendre la parole pour interpréter le signe. Il ne devait d'ailleurs même pas y avoir de problème dans les interprétations, d'autant que le FA, c'est une connaissance codifiée. C'est pas que le FA donne ça, que quelqu'un vient donner sa vérité et l'autre la sienne. Mais là où je suis un peu peiné, quand bien même le professeur est sorti dans le cadre d'une émission télévisée pour donner sa lecture des choses, je suis un peu peiné que le comité l'ait pratiquement livré
à la vindicte. On aurait pu régler ce problème en l'appelant en interne pour régler ça avec lui, pour que le calme revienne. Mais c'est comme si aujourd'hui, il y a du bashing sur lui. Ça me peine. C'est quelqu'un qui avait quand même travaillé dans ce sens et on devrait pouvoir calmer les choses et calmer les ardeurs pour que l'essentiel de ce qu'on peut tirer pour permettre que le signe qui a été révélé puisse permettre à ce que les choses aillent dans le bon sens pour le pays. C'est ce qui importe selon moi. Merci à vous. Florent Rosino, le comité ne devrait-il pas sortir pour désavouer des propos si peut-être Kofi Aza n'a peut-être pas mené la procédure, n'a peut-être pas suivi la procédure normale avant de donner des interprétations publiques n'allant pas forcément peut-être dans le cadre de ce que le comité a prévu livrer au public bien après la consultation TOFA? Vous savez, c'est une question qui me met un peu en situation délicate. Mais je voudrais intervenir pour parler du fonds en tant que patrimoine culturel national. Et en tant que patrimoine culturel national, comprenez que depuis 2 éditions, nous disent, au cours desquelles le TOFA ou le FA a été consulté dans l'intérêt de la nation, les interprétations étaient toujours des interprétations polémiques. Souvenez-vous, en 2024, lorsque le professeur Mao Nyokakpo était intervenu pour donner l'interprétation du signe qui est apparu, il a donné l'interprétation selon une connotation politique. Ce qui a soulevé de vives polémiques à tel enseigne que lui-même il est revenu dire que le fait est interprété suivant le demandeur. D'accord? Donc, on comprend. Dans ce registre, on comprend l'intervention ou la sortie publique sur une chaîne de radio de David Kofi Aza. C'est que déjà dès la première édition de la consultation du TOFA au cours de la consultation du FA, lors des Vaudoudises, il y a déjà eu cette posture-là à interpréter le FA suivant le président, suivant, disons, le demandeur. Donc, on ne s'étonne pas que... aussi le président de la République. Voilà. Donc, on ne s'étonne pas que David Kofi Aza fasse une sortie pour rester dans le même registre. Vous comprenez? Donc, il est resté dans le registre qu'on a attribué au TOFA depuis la première édition. Bon, que le professeur Mao Nyokakpo signe un communiqué pour désapprouver David Kofi Aza, je dis, le FA a édulcoré, puisque le FA, c'est une richesse, c'est une sagesse nationale, c'est une sagesse de vie. Et qu'on en arrive à faire l'interprétation suivant une connotation politique, on ne peut qu'avoir de cette dissension. Et c'est que si on en vient à ce que David Kofi Aza lui-même a dit, c'est que si c'était un petit Bokono qui était monté au créneau pour parler en ces termes, il se retrouverait à la criette. Parce que si vous interprétez très bien ce que David Kofi Aza est venu dire, mais ses propos paraissent mettre en danger la sûreté de l'État. Vous imaginez qu'on dise que, bon, oui, voilà, le FA en tant que religion, en tant que signe... Mais il ne faisait que juste interpréter, il ne faisait que interpréter en tant que connaisseur qu'il est. Donc, qu'on nous dise que le FA, écoutez, tous les Béninois ne revendiquent pas, disons, leur appartenance à cette sphère culturelle ou spirituelle. Et qu'un prêtre FA monte un créneau pour dire que le FA désire, le FA demande à ce qu'on maintienne la dynamique, c'est suffisamment grave pour que le comité des rites vaudou le maintienne encore en ses seins, ou que le président de la République ne prenne pas ses responsabilités. Parce que vous imaginez que les catholiques viennent, qu'ils montent au créneau, qu'ils disent, bon, nous avons, la Bible nous a révélé qu'il faut maintenir la dynamique, il faut maintenir celui qui est là. Que la communauté, les frères de la communauté musulmane montent au créneau et disent, bon, vous savez, bon oui, nous avons consulté Dieu, Allah, et nous avons
trouvé que cette dynamique, il faut la continuer. C'est que je dis, on tombe à la renverse lorsque le comité des rites vaudou sort un communiqué signé par son président, professeur David Kofi et disons Baounio Kapo, et que dans ce communiqué, il n'y a aucune sanction disciplinaire, aucune mesure disciplinaire. Parce que David Kofi Asa a intégré ce comité en 2024. Si ma mémoire est bonne, 2024. 2024, oui. Lorsque le président passait à le premier décret pour pouvoir installer ce comité, il n'était pas là-dedans. Et vous vous souvenez qu'il a boudé même la première édition du TOFA sous la couverture, sous la coupole des Vaudou de Awida. Il a boudé. Et des confrères sont même allés l'interviewer, il n'a pas voulu parler. Et non seulement il n'a pas voulu parler, mais Baounio Kapo aussi a essayé de camoufler un peu la chose pour dire, bon, écoutez, s'il veut, il peut venir, s'il ne veut pas, on ne peut pas lui en vouloir. Donc il a essayé de camoufler. Après, on l'a repêché, on l'a mis dans le comité. Maintenant qu'il adopte une position, une posture qui est en défense avec la discipline de groupe, il faut vraiment... Donc ce communiqué sorti par le comité des rites vaudou, moi je dis, ça manque, il faut que le comité aille loin. Pour demander, puisque vous voyez, cette déclaration-là, ce sont des déclarations qui peuvent se multiplier si le comité des rites vaudou ne prend pas suffisamment ses responsabilités. Donc, il faut que le cas de concertation des confessions religieuses prenne ses responsabilités. Il faut que le Conseil des rois du Bénin prenne ses responsabilités. Il faut que le ministère de la Culture, jusqu'à présent, le ministère de la Culture ne peut pas prononcer. Il faut que le ministère de la Culture prenne sa responsabilité. Vous voyez, donc, c'est ce qu'on... Moi, je peux dire... Le ministère de la Culture ne se retrouve pas dans ces polémiques qui ne les concernent pas directement. Ils n'ont qu'à nous le dire, parce que c'est un sujet de sûreté de l'État et c'est suffisamment grave que quelqu'un qui appartient à une sphère spirituelle donnée puisse venir au devant de la scène, désigner, interpréter nos entités, une entité spirituelle en l'adaptant à l'aspect politique. Encore que nous sommes en 2025, nous ne sommes pas en 2026. Alors, c'est que cette sortie, ça pose beaucoup de problèmes que de solutions devant, disons, l'opinion publique. Merci à vous. Martial Satignon, Saliou Bagueri le disait tout à l'heure, le TOFA a souvent été utilisé comme moyen de consultation dans dans la royauté entre-temps. Mais aujourd'hui, voici, dans un mode de gouvernance moderne, pourquoi ces interprétations posent maintenant de polémiques? Bien, vous savez, Maël, nous sommes aujourd'hui en 2025 et ce que le Bénin a connu comme trouble récemment, ça ne s'est pas encore totalement dissipé. On a comme l'impression que les Béninois sont revenus à de meilleurs sentiments, mais il faut que je vous dise que ce n'est pas le cas. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous saurez que celles et ceux, les citoyens qui vivent à l'intérieur du pays, eh bien, ils attendent de pied ferme 2026 pour réellement tourner la page talon. Et si aujourd'hui, il y a assez de polémiques, eh bien, c'est parce que l'interprétation que le professeur David Kofi Asa en a faite, cette interprétation, eh bien, n'est pas celle que bon nombre de Béninois souhaitent. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous décidez de soutenir telle ou telle personne, eh bien, vous vous retrouvez soit d'homme ou bien tout de suite vous avez des gens à vos trousses, que ce soit les gens de votre parti politique ou bien même des gens qui sont de la haute sphère si vous êtes au sein du gouvernement et ce acte aujourd'hui, la question que moi je pose c'est est-ce que c'est un acte solitaire ou c'est de concertation avec le comité que Kofi Asa est allé s'exprimer sur une chaîne radio? Est-ce qu'il a fait en tant que membre de ce comité ou est-ce qu'il a fait en tant que prêtre du FA ou il a fait en tant que politique? Nous savons tous que désormais il a intégré un parti politique. Il est devenu politicien et est-ce que ce n'est pas pour son bloc ou bien est-ce que ce n'est pas pour son bord politique qu'il est en train de prêcher? Il faudrait aussi que les Béninois puissent faire la part des choses, histoire de ne pas verser dans du dilatoire, de ne pas
tout de suite prendre pour agent comptant, donner de la valeur à ce que Kofi Asa a dit. Après tout, c'est le chef de l'État qui décide s'il veut être candidat pour 2026. C'est lui seul qui peut décider que Kofi Asa l'incite à y aller ou que autre personne l'incite à y aller. C'est le chef de l'État qui a le dernier mot. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il va venir à la face du monde ou des Béninois pour leur dire, eh bien, en 2026, je ne me représente sinon que depuis lors, Patrice Talon n'a jamais dit qu'il sera à nouveau candidat en 2026. Donc, je pense que c'est une nouvelle polémique, hein, c'est une vaine polémique qu'on est en train de faire autour de l'interprétation que Kofi Asa est en train de faire du FA. C'est vrai que aujourd'hui, ça tire à balles réelles sur Kofi Asa parce que son action a été un peu solitaire. C'est un acte qu'il a posé peut-être dans un contexte où personne ne sait réellement ce qu'il a pris, où personne ne sait réellement pourquoi il est allé dire que le président Patrice Talon devrait continuer, qu'on devrait laisser... On peut supposer qu'il a juste donné une interprétation. Oui, une interprétation, mais est-ce que l'interprétation est allée juste là? C'est vrai que ce sont des signes. Et il a dit tout à l'heure, ça ne trompe pas, ce sont des signes. Et quand vous êtes initié, quand vous maîtrisez la chose, votre interprétation ne devrait pas être différente de celle de votre collègue ou de votre confrère qui est aussi prêtre du FA. Donc l'interprétation que Kofi Asa en fait ne devait pas être différente de celle que Marion Kapo aurait faite ou bien de celle que quelqu'un d'autre pourrait faire. Donc que Kofi Asa aille sur une chaîne dit que le FA voudrait que Patrice Talon se représente, ça n'engage que lui, ça n'engage que Kofi Asa, ça n'engage pas le chef de l'État. Donc comme je l'ai dit, c'est au chef de l'État de nous dire si en 2026 il sera candidat ou pas. Et pour l'instant, notre constitution ne nous demande pas de nous baser sur le FA pour pouvoir prédire 2025. Il n'y a nulle part dans notre constitution, que ce soit celle de 90 ou celle qui a été touchée récemment, il n'y a nulle part où c'est écrit que le président de la République devait suivre les préceptes du FA, devait suivre les consultations qui sont issues de la consultation du FA. Non, ce n'est écrit nulle part. Et d'ailleurs, même, c'est écrit noir sur blanc que nous sommes un pays laïque. Et pour cette raison, je pense qu'on ne devrait pas donner de l'importance à ce que le professeur Kofi David Asa a dit, parce que nous sommes 12 millions de Béninois. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont vaudouisants, il y en a qui sont protestants, il y a plein de confessions. Et chacun sait où il va, que ce soit que vous soyez vaudouisant ou c'est vous qui savez si, en 2026, vous allez accorder votre suffrage à Patrice Talon s'il revenait ou pas. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas encore là, nous ne sommes pas encore en 2026, comme il a dit. Je pense que c'est une vaine polémique. Vaine polémique, mais le signe est sorti. Il s'agit du signe Fouyekou. Saliou Baguiri, ce signe a prédit, selon les interprétations données officiellement, la prospérité, la protection, la paix. Alors, dans le contexte actuel de gouvernance, comment interprétez-vous ce signe sorti? Bon, je ne suis pas spécialement versé dans la cabale endogène, mais je peux quand même dire que ça aurait été mieux qu'on puisse se focaliser plutôt sur ces prédictions qui sont moins apolitiques. Quand on parle de prospérité, quand on parle de paix, quand on parle de concorde, je pense que là, c'est plutôt positif. Parce qu'un pays qui aspire quand même à se développer a besoin de tranquillité, de paix, a besoin de stabilité pour que même les investisseurs viennent pour quand même accompagner les agrégats macroéconomiques et que ça puisse atteindre in fine les citoyens, chacun à son niveau. Maintenant, je reviens quelque peu quand même sur la polémique. La polémique, elle ne pouvait ne pas exister. Parce que
lorsque l'arrêté qui a mis en place ce comité a été pris, il y a si vous vous rappelez, il y a eu quand même suffisamment de polémiques, non seulement par rapport au nombre de personnes, au nombre de membres et à la qualité de certains de ces membres. J'ai entendu dire tout à l'heure, je ne sais pas lequel de mes confrères le disait, que le professeur David Kofi Aza n'est plus tout à fait neutre, puisqu'il est devenu membre du Mouel Bénin, il a même été candidat aux élections législatives, je pense. Même quand les gens s'attaquent à la personne de David Aza seul, mais également on peut, d'une part, indexer la personnalité du président de ce comité. Mao Yonkapo, ce n'est pas un élément politique non plus. Ce pourquoi la polémique existe, c'est qu'on devrait travailler dans le futur à faire évoluer ce comité de façon à ce que véritablement le travail qu'on lui confie, ce soit celui de faire les prédictions et de faire les sacrifices, les rituels qui s'imposent pour le bien de tout le monde. Là, si on en reste là, chaque fois il y aura quelque chose de ce genre, d'autant plus qu'on évolue vers 2026, vers des élections générales où tout le monde est aux aguets. Pourquoi les gens s'en prennent aux déclarations de David Kofi Aza? C'est parce que le sujet est suffisamment sensible. Je me souviens encore que, je ne sais pas si la Cour constitutionnelle a déjà tranché le sujet où la vice-présidente, Madame Talata, je pense que quelque part, elle a parlé de troisième mandat. Il y a eu un recours contre ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Il y a eu par le passé également, l'année dernière, un recours contre le bâtonnier Jacques Migan pour des propos similaires. Donc, c'est parce que là, il n'y a pas encore eu de recours, on ne sait pas s'il y en aura, mais je dis tout simplement qu'il faut qu'on dépassionne cette histoire. Sinon, on aura tout fait de tuer la poule aux œufs d'or que nous détenons et que beaucoup de gens nous envient. Il faut que celui qui a conçu ce comité et qui a pensé le mettre de façon un peu plus collective au service de la communauté, qu'il revoie peut-être les choses et qu'on mette en place un règlement véritablement sérieux qui puisse éviter qu'il y ait des tiraillements au sein de ce comité. Merci à vous. Je reviens à vous, Florent Wessino. Comment voyez-vous l'impact du signe Fouyekou dans la gouvernance en 2025? Bon, dans la gouvernance, vous savez, Fouyekou, ce n'est pas un signe disons, un signe anodin. Ce n'est pas une nouveauté que le Bénin soit placé sous ce signe. On se souvient en 2021, il y avait des interprétations, un signe semblable à Fouyekou. Mais qu'est-ce que nous voulons? La paix. Qu'est-ce que nous voulons? La cohésion. Qu'est-ce que nous voulons? La stabilité. Et donc, on en arrive que le phare en arrive à nous donner ce signe-là. Ça doit en appeler à la responsabilité de tous les politiciens pour qu'ils sachent que même les membres de nos ancêtres ne veulent pas le pire pour ce pays. Et que 2025, qui se présente comme une année charnière, doit pouvoir être une année de concorde. Puisque vous savez, ce qui a toujours mis à mal ce pays, c'est la guéguerre entre les politiciens à l'approche des élections. Et donc, il faudrait que ceci qui est apparu et qui est interprété soit, disons, un appel à la responsabilité des politiciens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, pour qu'ils sachent que dès que la campagne électorale ou le dépôt de candidature ou lorsqu'on va lancer officiellement les hostilités, qu'ils doivent avoir l'esprit qu'au cours de la deuxième édition des Vodou Days, le TOFA a révélé que, le FA a révélé de moins que le Bénin en 2025 est placé sous le signe de l'invincibilité, sous le signe de la concorde, sous le signe de la paix. Et donc, ils ne doivent pas, qu'ils soient dans leur chambre ou sur le terrain,
dans le joute électoral qui ne doivent pas tenir des propos qui mettent à mal ce pays, la stabilité de ce pays. Donc, c'est un appel non seulement aux citoyens, à chaque citoyen pour qu'il marche vers la paix, pour qu'il pose des actes de paix, mais aussi c'est un appel à tous les politiciens, je le répète, de tous les bords, jusqu'au président de la République, pour que ceux qui déjà, dans l'ombre, chuchotent au président de la République, nous voulons que la dynamique soit maintenue, que le président leur dise, écoutez, qu'est-ce que le FA a dit au cours de la deuxième édition des Votons Days. Et donc, le FA entre, mais moi je dis, c'est super, c'est salutaire que ceci la soit révélé. Le FA entre même dans la dynamique exprimée par le président Patrice Talon depuis quelques années, qui a dit, il avait dit 1 an, disons un mandat, le job sera fait, 2 mandats. Je crois qu'il va maintenant, comme le FA lui demande, le FA lui demande maintenant de quitter de façon paisible le pouvoir pour laisser les Béninois continuer le cours de la vie. C'est tout. Merci à vous, Martial Satignon. Quand on écoute Florent Ruissino, le signe Fouilleko appelle à la responsabilité des uns et des autres, de tous les partis, que ce soit de la mouvance, de la majorité présidentielle ou de l'opposition. Oui, bien sûr, et il faut prendre pour exemple l'attentat bien terroriste qui nous a frappé, ou l'attaque, ou les attaques, si vous voulez, qui ont cours dans le nord du pays. Vous allez constater que nous avons tous besoin de nous donner la main, de nous souder. Et le phare en appelle à tout un chacun de nous. Le phare appelle tous les Béninois à se donner la main dans cette lutte contre bien, le terrorisme. Les populations doivent aussi jouer leur part. Ils ont une mission aussi, et c'est celle bien sûr d'informer l'armée, d'informer les responsables de l'armée, parce que ce sont eux qui iront sur le terrain, ce sont eux qui iront au front, et c'est la population qui doit les informer, parce que la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre qu'on ne fait pas comme on fait une guerre classique, et c'est pour cela que ça dure depuis longtemps, c'est pour cela que ça prend du temps. Et si le signe dit qu'on est invincible, et le signe pas de témérité, c'est parce que ça nous demande d'être courageux, d'être résilients, et ça nous appelle à nous donner la main, ça nous appelle à montrer à l'ennemi que nous sommes solidaires. Et si aujourd'hui le nord du Bénin est attaqué, nous qui vivons au sud, on doit être attristés, parce que ce sont nos parents qui vivent de l'autre côté là-bas. On doit aussi les assister, et surtout dans cette guerre, parce que c'est ça qui m'interpelle surtout quand je regarde un peu ces interprétations du phare, parlant d'invincibilité, parlant de témérité, parlant de résilience et de courage. Nos forces de l'ordre en ont besoin. Les populations qui vivent au nord du pays aussi en ont réellement besoin, parce que ce sont ces populations qui sont victimes, qui sont proches du fléau, qui sont proches de l'hydre que constitue le terrorisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, en 2025, je pense que ça fait partie des combats que nous devons mener, ça fait partie des choses qui doivent nous tenir à cœur, parce que une trentaine de soldats tués, c'est assez important, c'est même historique. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Bénin. Ça doit interpeller tout un chacun de nous, et sûrement que le FA aussi appelle à tout ça. Nous sommes dans une période charnière. 2026 est en train de pointer son nez, c'est dans 1 an, et déjà dès les premiers mois de 2026, les joutes électorales vont commencer à ce niveau aussi. Chacun doit avoir les interprétations du FA à cœur, parce que quand les joutes électorales vont commencer, quand les campagnes vont commencer, ou quand les partis politiques vont commencer par demander aux militants de venir déposer les dossiers pour pouvoir aller aux élections. Il ne faudrait pas que ceux qui n'auraient pas trouvé de place au sein des listes que les partis vont concocter, il ne faudrait pas que ces militants-là puissent commencer par mettre le bâton dans les roues des autres. On a vu lors des dernières législatives, on a vu bon nombre de candidats mourir. Ça fait partie des choses dont on ne parle pas. Ça fait partie aussi des drames qui
étroite pour le Bénin dont on ne parle pas. Donc il faudrait que chacun puisse dire, il ne faudrait pas forcément que j'aille, que ce soit au Parlement, ou bien il ne faudrait pas que j'aille au Conseil communal, il ne faudrait pas que j'aille à la présidence, mais il faudrait que de ma position, je puisse aussi apporter ma pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire, qu'est le Bénin. Merci. On va embrayer sur le second sujet, Saliou Baguiri, un levier symbolique pour la gouvernance 2025 en parlant du signe Foyeko. Oui, justement. On parle de Fa chez nous, mais de la même façon, vous savez, toute civilisation qui tient quand même à se développer doit le faire sur la base d'une spiritualité qui lui est propre, qui véhicule ses propres valeurs. Quand vous allez en Asie, il y a le bouddhisme, il y a le confucianisme, il y a le shintoïsme, c'est des manières de voir le monde, c'est des conceptions de la divinité. Vous allez en Europe, dans tous les temps, il y a une omniprésence de l'Église dans le politique. C'est des couloirs de passage qu'on est obligé de prendre. Donc, je dis toujours que c'est une bonne chose que de pouvoir avoir un référentiel de ce genre pour que le politique puisse savoir quelque part comment réorienter les choses, comment tempérer, comment est-ce qu'il faut avoir une posture qui milite pour le développement. Puisque sans ça, quand le politique en arrive à être la tête dans le guidon, à être emmuré dans son bureau, à ne pas écouter ce qui se dit au sein de la population, ce n'est pas possible d'aller vers le développement, puisque le développement, ça se fait avec et pour la population surtout. Et quand on dit la population, c'est que l'homme d'abord, ce n'est pas que le manger, ce n'est pas le physique, il y a le spirituel. Et c'est une valeur, et c'est pour ça que je dis que à l'aune de ces prédictions, on peut quand même prendre des éléments. Ce n'est pas forcément que ça doit servir de bréviaire ou de constitution pour l'homme politique, mais on peut puiser des éléments dedans pour quand même revoir sa posture, faire les choses de sorte qu'on puisse aller de l'avant. Donc forcément, que ce soit Fouguidi Yakou ou un autre signe qui serait révélé, forcément, on a entendu parler de résilience, on a entendu parler de concorde, on a entendu parler de cohésion, tout ça. Ce n'est que des choses qui peuvent forcément nous pousser dans le sens de ce qu'on recherche. Je n'ai pas entendu dire que le signe qui a été révélé a demandé à ce que les Béninois s'entre-déchirent ou ne soient pas tolérants les uns envers les autres. Donc, forcément, ça sert quelque part. Puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait un Béninois, qu'il soit de n'importe quelle obédience religieuse, qui soit resté insensible à ce Tofa. Soit il a pris ça pour lui, soit il a écouté d'une oreille, il a pris ce que lui veut, soit il n'y croit pas, mais personne n'est resté insensible à ça. Encore que le Béninois est fondamentalement syncrétiste, on sait comment ça se passe. Donc forcément, c'est quelque chose qui va servir d'une manière ou d'une autre pour que les grands travaux qui se mènent, ça puisse aller de l'avant, que le panier de la ménagère ait un peu plus de consistance. Tout ça, c'est forcément des éléments qui vont dans le sens d'une meilleure gouvernance. D'autant plus que j'ai entendu Wilfried Léon Nombedi dire au cours de son intervention hebdomadaire vendredi passé, je l'entendais dire qu'il y a un peu plus d'1 milliard qui ont été consacrés au Vodun Days. Forcément, il y a une part qui est allée vers le TOFA. Ça veut dire que ceux qui ont pensé pouvoir financer tout ceci ont forcément une visée. Ils ne l'ont pas organisé pour ne pas en tenir compte. Donc, forcément, c'est un instrument de gouvernance. Et c'est ainsi que nous entamons notre second terme. L'incendie mortel qui a eu lieu à Akpakpa nous a interpellés. Cet incident dramatique a ravagé le quartier et la Wadjek, causant des pertes humaines et matérielles. Ce drame a conduit le haut-commissaire à la prévention de la corruption à s'exprimer sur le sujet. Florent Roussinon, comment voyez-vous l'intervention
du haut-commissaire dans cette circonstance? Est-ce qu'il est bien placé pour s'exprimer quand on parle d'incendie? Vous savez, quand moi j'ai lu le communiqué de maître Jacques Migan, j'aurais donné du sens à ce communiqué s'il n'était pas au commissaire à la lutte, à la prévention de la lutte, à la lutte contre la corruption. J'aurais compris ce communiqué. Parce qu'il est à la tête d'une institution qui doit en réalité diligenter dans les structures de l'État des enquêtes ou alerter sur des comportements qui ont rapport avec la corruption. Alors, nous sommes dans le cas d'un incendie survenu à la suite du stockage de gaz, de produits, disons, inflammables. Alors, moi, je me demande, ces produits qui ont été stockés, est-ce que ces produits ont atteint disons, la date minimum pour être stockés? Est-ce que c'est cela? Dans le communiqué sorti par Maître Jacques Migan, il aurait pu nous dire, il aurait pu demander à ses collaborateurs de diligenter une enquête pour nous donner les informations suffisantes. Mais, vous voyez, il nous renvoie dos à dos. Il demande aux structures de l'État d'enquêter et que lui, il est là pour les soutenir. Moi, je n'ai pas compris. J'ai du mal à comprendre le sens de ce communiqué en lien avec les missions régaliennes confiées à l'institution que dirige Jacques Migan. C'est cela. Martial Satignon, quand on écoute Florent, oui, sinon la sortie de Jacques Migan n'est pas vraiment avérée quand on parle dans le cadre de l'incendie à Akbakba. Vous savez, son institution est quand même en train de jouer le rôle qui lui est dévolu. Je pense que prévenir la corruption aussi, c'est prévenir que les résultats qui vont sortir des enquêtes ne soient pas biaisés. C'est prévenir aussi que les responsabilités soient... Est-ce qu'il ne serait pas bien qu'il donne déjà des statistiques lui-même est-ce qu'il est d'abord spécialiste? C'est la question qu'il faut se poser. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption. Il est dans une institution qui prévient contre la corruption, mais son rôle, ce n'est pas d'aller sur le terrain pour aller faire des enquêtes. Il est à la tête d'une institution et cette institution va veiller à ce que les résultats, comme je le disais tantôt, qui vont sortir de cette enquête puissent être montrés à tous les bénévoles pour que les responsabilités soient situées, pour que les peines qui sont encourues par les potentiels fautifs, ceux à qui des responsabilités seront imputées puissent aller devant la justice s'il le faut. Si c'est des amendes qu'ils vont écouper, que ces personnes-là puissent écouper de ces amendes. Il est dans son rôle, il est dans son élément. Je pense que la mission qui est dévolue à son institution, c'est de prévenir la corruption. On aurait peut-être pu éviter ça, éviter que ce drame arrive, et aujourd'hui, c'est de situer les responsabilités. Vous savez, dans ce cas de figure, quand les enquêtes sont diligentées, ça peut prendre du temps, et pendant que les jours s'écoulent, si entre-temps il y avait peut-être un gros bonnet de la République qui est impliqué dans cette action, il peut chercher à se défaire, ou il peut chercher à imputer responsabilité à une autre personne. C'est tout ça que l'institution est en train de vouloir éviter. C'est tout ça que l'institution de Jacques Migan est en train de vouloir prévenir. Vous savez, vous et moi, que c'est vrai, le drame est arrivé, mais il faudrait déjà que l'on puisse savoir réellement d'où est parti l'incendie. Il paraît qu'il y a eu explosion. Nous sommes là, on ne connaît pas réellement ce qui s'est passé.
la centaine ou plus de centaines de blessés qui sont à l'hôpital aussi se posent des questions et veulent réellement savoir ce qui leur est arrivé, d'où est parti les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, les brûlures qu'ils ont sur le corps ou bien les problèmes de santé qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent connaître d'où ces problèmes-là sont partis et ils ont besoin d'avoir des réponses, et ces réponses-là, qui peut les donner, si ce n'est les résultats de l'enquête qui sera diligentée. C'est ça qui est important aujourd'hui et tout le monde attend vivement les résultats de l'enquête. Et si les résultats sont biaisés, si on essaie de tripatouiller ces résultats-là, on serait là en train de dire aujourd'hui, si peut-être demain on apprend que les résultats sont biaisés, on va dire mais cette autorité-là, elle était où pendant que les résultats sont biaisés? C'est pour ça qu'elle prévient, et comme je l'ai dit, elle est dans son élément, et je ne trouve pas pathétique comme mon cher Wessinon que cette sortie soit inopportune. Salut Baguidi, le HCPC, pourquoi le HCPC s'est-il senti obligé de donner de la voix? Moi, j'ai eu la chance non seulement de lire le communiqué, mais j'ai vu le secrétaire général de cette structure également venir communiquer sur le test, faire une sortie sur, je pense que je l'ai vu sur les antennes de la télévision nationale. J'ai eu un petit haut le corps quand j'ai entendu la substance du message de la structure. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la police judiciaire, ce n'est pas la Criette, ce n'est pas le commissariat central de Cotonou, ni le ministère de la Justice. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans ce dossier? Finalement, de réflexion en réflexion, je me suis dit que, en fait, il y a un effet de communication qu'ils ont recherché. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le HCPC, c'est une structure qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça a été mis en place sur les centres du FONAC et des structures qui étaient dans ce secteur bien avant. Jacques Migan, on le connaît, c'est quelqu'un qui est un peu, je sais pas, bon, on le prend comme on le connaît. C'est quand même un ancien bâtonnier. Je me suis dit que c'est un besoin d'exister. Si on n'entendait plus parler de lui depuis un certain temps, il a peut-être voulu donner de la lumière à sa structure pour qu'on se rappelle que eux-mêmes, ils sont quand même sur le terrain, qu'ils font quelque chose. Mais peut-être en étant un peu plus magnanime, on peut comprendre. On peut comprendre qu'ils s'auto-saisissent du dossier. Parce que la corruption, je me suis demandé à quel niveau ça se trouvait. Mais j'ai fini par trouver la réponse en me disant que c'est peut-être en amont que la corruption pourrait se retrouver. Parce que c'est un expatrié, un Pakistanais notamment, qui a loué l'entrepôt où les produits étaient exposés. Il a été déjà pris par la justice, il est en train de répondre. Je suis sûr que peut-être la question que Jacques Migan et les siens se sont posées, c'est celle de savoir si la structure qui exploitait l'entrepôt avait les autorisations nécessaires pour exposer de tels produits sensibles dans un milieu populeux, déjà. Comment est-ce que le transport s'est fait? Quelles sont les procédures qu'ils ont suivies et quelles sont peut-être les dispositions sécuritaires qu'ils avaient dû prendre en amont? Je me suis posé ces questions et je me suis dit que là, si peut-être pas extraordinaire, il y avait eu des autorisations pour ces structures, c'est que est-ce qu'on est allé également vérifier le cadre dans lequel ces produits ont été exposés. Donc forcément, il y a une question de responsabilité quelque part. Peut-être c'est moi qui cherchais trop à justifier ce que l'intervention du HCPC, mais au finish, franchement, je pense qu'il y avait des structures qui étaient plus habilitées à faire le travail dans ce sens. Quand on parle de prévention contre la corruption, je les aurais vus beaucoup plus dans leur élément quand, par exemple, on aurait initié une activité où, par exemple, on allait
parler des méfaits de la corruption à des étudiants sur nos campus, dans nos écoles, aller dans des structures, voir avec les fonctionnaires les procédures, les manières de procéder chez eux, de manière à ce qu'on puisse fermer les portes à la corruption. J'aurais vu mieux dans cet élément plutôt que dans ce rôle où on les a vus, où je me suis dit que c'est une manière de vouloir attirer un peu de lumière vers soi. Florent Russino, une recherche de visibilité du HCPC selon Saliou Bagueri. Oui, non seulement de visibilité, mais c'est que ce communiqué sorti par le haut commissaire à la prévention de la corruption aurait plus de poids si ça avait suffisamment responsabilisé les gens, si ça avait suffisamment éclairé sur ce qui s'est passé, pour demander à ce que la justice fasse toute la lumière sur le dossier. Oui, que la justice fasse toute la lumière sur le dossier. J'espère que ce que moi je voudrais en réalité recommander au HCPC, comme lui-même il s'est invité dans ce sujet-là, alors qu'il suive le dossier jusqu'à la fin pour revenir nous faire le point de ce que la justice a, disons, dit le droit, s'agissant de l'explosion de gaz à Aïla-Wadje. Donc, que le haut commissaire à la prévention de la corruption et tout son personnel reviennent nous dire comment est-ce que la justice a géré ce dossier. Parce que nous avons appris que le Pakistanais a été mis aux arrêts. D'accord. Mais qu'on ne s'arrête pas là. Qu'à chaque étape du dossier, que le haut commissaire à la prévention de la corruption vienne nous dire comment est-ce que ça évolue. Là, je crois que Jacques Médan aurait fait son travail. Martial Satignon. Vous savez, il y a des dispositions qui sont prises en la matière, et si ces dispositions ne sont appliquées, eh bien, il faut que ce haut commissariat puisse aussi taper du poing sur la table. Il faudrait qu'il puisse sortir pour que... je viens toujours au résultat de l'enquête parce que c'est assez important. J'ai comme l'impression que mes confrères qui sont ici ne maîtrisent pas le poids que ces résultats pourraient avoir quand ils seront disponibles, parce que c'est ça qui va nous permettre de savoir réellement ce qui s'est passé. C'est sur ça que la justice va se baser pour pouvoir sanctionner les contrevenants, parce qu'il y a une disposition en la matière pour stocker ce genre de produits. Il y a des dispositions qu'ils vous souviennent qu'il y a 2 ou 3 ans, la capitale libanaise, Beyrouth, a connu une explosion où il y avait du nitrate d'ammonium, j'y arrive, qui avait été entreposé au port de Beyrouth. Ça avait explosé. Et c'est cette idée qui a amené nos députés à retoucher cette loi qui existait déjà, et il y a encore eu une seconde lecture qui a permis de peaufiner le texte et qui a conduit à sa promulgation par le chef de l'État. Donc il y a déjà un instrument dans le domaine. Et il faudrait situer la responsabilité, parce que s'il y a un instrument dans le domaine, il faudrait que les différentes personnalités à divers niveaux, à quel moment de la chaîne il y a eu problème. Est-ce que, comme on le disait aussi, est-ce que c'est bien ce gaz qui a été entreposé, est-ce que la date d'expiration est déjà passée, ou bien il y a eu peut-être un coup-ci-coup, ou bien il y a eu autre. Il faut situer toutes ces responsabilités là afin qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Si à la fin on nous dit c'est parce que peut-être les produits qui étaient là étaient expirés, qu'il y a eu explosion, on saura, bon,
Peut-être que ça, c'est la responsabilité du Pakistanais, peut-être aussi la responsabilité de celles et ceux qui sont chargés de contrôler pour sortir du lot les produits qui sont avariés de ces produits-là que nous avons l'habitude d'acheter. Donc, les responsabilités seront à divers niveaux forcément, et c'est pour ça que moi je trouve vraiment opportun l'intervention du Haut-Commissariat. Ce n'est pas pour se donner de la visibilité, ce n'est pas pour aller prendre de la place, aller prendre la place que cette sortie a été faite. Nous sommes tous des journalistes et nous savons. C'est vrai, quand de pareilles circonstances, eh bien, la communication, on en profite pour la faire. Et Jacques Migan, à ce niveau, ce n'est pas pour faire de la communication. Il est dans son élément, et je le redis, parce que il y a eu des pertes en vie humaine, même si c'est une seule perte en vie humaine qu'il y a eu. Il y a eu quand même décès, et c'est déplorable, c'est déjà un drame. Et pour éviter qu'à l'avenir, un drame ne nous frappe pas, il faudrait que des dispositions soient prises, et il faudrait éveiller la conscience, puisque son rôle c'est d'éveiller la conscience, c'est d'amener les uns et les autres à s'éloigner de ces pratiques-là qui s'apparentent à de la corruption, ou de ces pratiques-là qui nous amènent à corrompre. Donc il est dans son rôle, et son rôle c'est de prévenir, et il est en train de faire cette prévention. Peut-être que vous ne voyez pas l'importance de cette forme de prévention là, mais c'est déjà une sorte de prévention. Je ne me fais pas l'avocat du diable, mais moi je trouve l'importance de cette activité là qui a été menée, de cette sortie là qui a été faite. Salut Ouaguiri. Oui, non, je pense qu'on ne va pas me convaincre de ce que et le HCPC est dans son rôle dans cette affaire. Non. Il y a un procureur de la République qui a son travail, et il s'est déjà autosaisi, puisque les enquêtes ont déjà commencé jusqu'à ce que des gens aient été arrêtés. Je pense que là, on n'est plus à l'étape de prévention. On est à l'étape de situer justement les responsabilités et de sanctionner et de capitaliser. Surtout là, je peux être d'accord avec Martial, et de capitaliser à l'issue des enquêtes les résultats de ce qu'on aurait trouvé, pour que désormais de pareilles choses n'arrivent plus sur notre territoire. Il a évoqué l'affaire de Beyrouth, c'est même à une échelle encore plus grandiose, plus importante que ce que nous on a ici. C'est vrai qu'il y a plus de 150 de nos compatriotes qui se sont retrouvés à l'hôpital, d'autres sont morts. On n'est plus dans la prévention. Là, il faut situer les responsabilités, sanctionner et indemniser. Et indemniser surtout, là, on ne peut pas me convaincre que ce n'est pas de la communication. Ça, c'est de la communication pure et simple, et ce n'est pas ce qu'on demande. Puisque là, son intervention, ça a fait avancer quoi? Non, ça ne nous a pas dit ce qui s'est passé. Et ça ne nous a pas dit qui est responsable de quoi. Donc, à ce niveau, moi, je les attends beaucoup plus dans la sensibilisation, dans l'amélioration des procédures, des manières de procédure dans l'administration, pour que on puisse freiner quelque peu la corruption, puisque là, leur feuille de route, elle est bien établie. Je ne vois pas a priori là où il y a la corruption dans ce dossier, à cette étape où les enquêtes n'ont encore rien dit de substantiel. Merci à vous, Florent. Oui, sinon, pour finir, quand on prend un peu de recul, est-ce que cette sortie faite par l'HCPC, il n'aurait pas entrepris une autre démarche qui aurait été mieux vue? Oui, la meilleure démarche aurait été, comme l'a dit Ouaguiri, de s'autosaisir du dossier, pour suivre point par point comment est-ce que le dossier a été mené, et venir nous faire maintenant un compte rendu. Ça aurait été plus scientifique. Maintenant, il y a aussi que le système judiciaire évolue suivant une procédure. Et nous avons le procureur de la République qui peut aussi monter au créneau pour nous donner des éclaircissements sur ce dossier-là. Et comme Ouaguiri l'a dit, c'est ce point-là que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il faut qu'on en arrive à dédommager les victimes de cet incident-là. Parce qu'on a eu une perte en vie humaine. Il y a des gens qui sont blessés. Les familles, comment est-ce que ces familles-là vont vivre et vivent
il faut qu'on en arrive à dédommager et il faut que la justice fasse au plus pressé. Et c'est à cela que j'invite Maître Jacques Migan, qu'il soit l'avocat de la veuve et de l'orphelin dans ce dossier. Qu'il soit effectivement, c'est vrai, c'est un bâtonnier, il a été un bâtonnier, avocat, rompu à la tâche. Voilà que la République lui donne un dossier dans lequel il peut encore grandir. Et donc, qu'il soit effectivement l'avocat de la veuve et de l'orphelin. Pour que, dans ce dossier, les victimes soient effectivement dédommagées à la fin de la procédure. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous arrivons au terme de cette rubrique l'hebdo des éditorialistes. Avec nos confrères, nous avons échangé sur le signe Fouyekou comme levier symbolique pour la gouvernance 2025. Également, nous sommes revenus sur l'incendie mortel qui a eu lieu à Elawadje, à Kpakpa. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a eu à donner de la voix. Pour quelles raisons? Vous avez écouté les échanges de part et d'autre de nos confrères. Merci à vous, Massial Satignon. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Univers. Également, merci à vous, Saliou Baguiri, rédacteur en chef Info Matin, et le secrétaire de rédaction de la Croix du Bénin, qui est Florent Rouissinon. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de l'hebdo des éditorialistes, toujours en direct du studio François-Xavier Noumont.